tiré d'un recueil de nouvelles de Hermanès Tessin, la nouvelle qui s'appelle Aquarelle. À la fin de l'après-midi, je me mis donc en route, le sac à dos refermant mon matériel de peinture sur les épaules, le pliant à la main pour gagner l'endroit que je m'étais choisi dès la fin de la matinée. C'est une pente raide qui surplombe notre village, jadis couverte d'une épaisse forêt de châtaigniers qui avait été rasée l'hiver précédent. Je m'y étais plusieurs fois déjà installé pour peindre entre les souches qui gardaient encore une légère odeur. On pouvait voir de cet endroit le côté est de notre village avec de vieux toits de tuiles sombres, quelques maisons neuves couvertes de rouge clair, les angles vifs de murs nus sans crépi. Partout des arbres et des jardins et du linge blanc ou de couleur qui séchait au vent çà et là. Derrière tout cela, les grandes chaînes de montagnes bleues avec leurs pointes rosées et leurs ombres violettes. À droite, en contrebas, un petit bout de lac et au loin, les taches claires et lumineuses de quelques villages. J'avais à présent à peu près 2 heures de temps, pendant que le soleil déclinait peu à peu et que la lumière qui baignait les toits et les murs devenait lentement plus chaude, plus rasante, plus dorée. Avant de commencer à dessiner, je jetai encore un bref regard sur le spectacle de la vallée, sur le lac en contrebas, les lointains villages, et sur cette terre rouge et sèche, constellée de pierrailles et creusée par les rigoles de la saison des pluies. Je contemplais ensuite notre village, ce petit nid chaud de murs, de pignons, de toits, où chaque ligne et chaque surface me sont si familières depuis longtemps. Ces formes que des dizaines de fois j'avais étudiées du regard et essayé de reproduire avec mon crayon. Un grand toit, jadis d'un brun sombre, qu'il fallait peindre avec du caput mortuum, avait été refait. C'était la maison de Giovanni, avec sa grande galerie ouverte sous le toit, servant l'automne à suspendre les épis dorés de maïs. Tiens, voilà qu'il a fait refaire son toit. Son père est mort il y a quelques mois. C'était l'homme le plus âgé du village. Maintenant, il a hérité, il est riche. Il se donne du mal pour agrandir, rénover, repeindre. Et plus loin, derrière, c'est la bicoque du petit Cavadini qui est repeinte, au moins sur un de ses côtés. Il a envie de se marier, le petit gars, et il a fait percer une nouvelle porte qui donne sur le jardin. Eh oui, il faut bien qu'il y ait des gens qui aient des maisons, qui en construisent, qui se marient et qui mettent des enfants au monde, qui restent assis le soir à fumer devant leur porte, qui le dimanche vont boire un verre de vin à la taverne et jouer aux boules, et qui se font élire au conseil municipal. Toutes ces maisons et ces chalets appartiennent à quelqu'un. C'est quelqu'un qui les a construits, qui y habite, qui y mange et qui y dort, qui y voit grandir les enfants, qui gagne sa vie ou s'endette. Et tous les petits jardins et tous les arbres, eux aussi, chaque vignoble et chaque bosquet de lauriers, chaque petite parcelle de forêt de châtaigniers, tout cela appartient à quelqu'un. Cela s'achète, cela s'hérite. C'est source de joie ou de soucis. La grande école neuve accueille les jeunes qui viennent y apprendre le minimum nécessaire. Ils ont 3 mois de vacances l'été, et puis, pleins d'entrain et de courage, ils se lancent dans la vie, font construire, se marient, abattent des cloisons, plantent des arbres, font des dettes, envoient de nouveaux enfants à l'école. Ce que tous ces gens remarquent dans leur maison ou leur jardin, je ne le vois pas, je n'en vois qu'une infime partie. Quand il y a de l'eau à la cave et des rats dans le grenier, quand la cheminée tire mal et que les haricots du jardin ont trop d'ombre, je ne le vois pas. Ce n'est pas pour moi source de joie ou de soucis. Et ce que je vois, moi, dans notre village, ce sont les gens qui ne le voient pas. Personne ne voit comment ce vieux mur peint en clair là-bas attire le bleu du ciel et en transmet la vibration jusqu'à la terre. Personne ne voit avec quelle chaleureuse douceur le rose délavé de ce pignon sourit dans le vert des mimosas qui ondulent dans le vent. Et avec quelle netteté l'ocre sombre, gras et épais de la maison des Adamani se détache sur le lourd bleu de la montagne, avec quelle spirituelle gaieté le cyprès dans le jardin du maire coupe le moutonnement du feuillage.
Personne ne voit que c'est à cette heure précise que la musique de ces couleurs fait entendre ses accords les plus justement accordés, que dans ce petit monde, le jeu des nuances, les dégradés de clair, le choc des ombres changent à chaque heure. Personne ne voit comment, dans la conque bleutée de la vallée, le couchant doré étend une mince écharpe de fumée qui semble repousser les montagnes vers le lointain. Et s'il faut bien qu'il y ait des gens qui construisent, qui démolissent des maisons, qui plantent et qui abattent des arbres, qui peignent les volets et sèment dans les jardins, il faut bien aussi quelqu'un qui voit tout cela, qui assiste en spectateur à toute cette activité, qui laisse entrer ses murs et ses toits dans ses yeux et dans son cœur, qui les aime, qui essaie de les peindre.